Bonjour tout le monde, c'est Yves. Alors, nouvelle série de vidéos qui se veulent un petit peu plus courtes que les vidéos que je faisais d'habitude, et série de vidéos dans lesquelles on va présenter par vidéo une commande ou un concept. Cette idée-là m'a été proposée par un des spectateurs de mes lives. Je vais marquer ici l'adresse à laquelle vous pouvez venir voir mes lives sur Twitch. Je fais des lives tous les dimanches soirs et les vendredis soirs, notamment à 21 h, dans lesquels on parle d'informatique et dans lesquels on a abordé le sujet de la certification LPIC, dans laquelle il y a plein de petites commandes qui sont présentées. Et c'était une bonne idée de la part d'un de mes spectateurs de proposer une vidéo là-dessus. Et donc du coup, on est parti, une commande, une vidéo. Et je vais commencer aujourd'hui en vous parlant du shell, et plus précisément en vous parlant du bash. Mais avant de vous parler du bash, on va se poser la question, qu'est-ce que c'est que le shell? Shell en anglais, c'est le mot pour dire coquille. Donc c'est quelque chose qui va venir entourer quelque chose d'autre. Au cœur de mon système, on va avoir ce qu'on appelle le noyau, mais peu importe, c'est le système à proprement parler. Et quand je suis devant un ordinateur, je vais vouloir interagir avec le cœur de mon système, avec mon système. Je vais vouloir lui dire quoi faire. Et le rôle du shell, c'est de jouer le rôle d'une interface entre l'utilisateur et entre le système. Alors dit comme ça fait tout de suite quelque chose d'un petit peu compliqué souvent à comprendre, alors que pourtant le shell, c'est une notion qui est totalement naturelle. Si je prends un exemple qui n'est pas du tout autour de Linux, un exemple que la plupart d'entre vous connaissent, si jamais je vais sur Windows. Ici, j'ai un bureau Windows, et sur mon bureau Windows, si je prends ma souris et que je viens faire glisser le curseur de ma souris sur l'icône de Firefox, je clique dessus, ça va lancer Firefox. Ici, j'ai donc une interface qui permet à l'utilisateur d'expliquer au système ce qu'il souhaite faire sur la machine. Mon bureau Windows, c'est un shell. Dans ce sens-là, ça correspond à un shell. La différence avec les systèmes Unix en général et Linux en particulier est que quand on va être sur un Linux, l'interface ne sera pas forcément une interface graphique dans laquelle on va avoir des icônes. On peut avoir une interface dans un terminal. Donc un terminal, c'est un programme dans lequel on a du texte qui s'affiche. Et là, au lieu d'avoir mon bureau qui s'affiche, et mon bureau, quand il s'affiche, il me dit « je suis prêt à attendre que tu me dises ce que tu souhaites faire », je vais avoir ici un petit texte qui va s'afficher, qui s'appelle l'invite de commande, ici, qui me dit « je suis prêt à écouter ce que tu as à dire et à faire ce que tu me demandes de réaliser ». Et faire ce que je demande de réaliser, ça va être du texte que je vais taper. Donc là, mon shell, c'est le programme qui me présente cette invite de commande. Cette invite de commande, c'est comme quand le bureau s'affiche sur Windows. Et là, quand je tape une commande, je vais taper une première commande qui s'appelle PS. La commande PS va m'afficher la liste des programmes qui s'exécutent ici, dans ce terminal. Si je tape la commande PS, je vais voir quoi? Je vais voir qu'il y a deux programmes qui sont en train de s'exécuter. Il y a le PS lui-même, forcément, puisque je viens de le lancer en tapant PS, c'est comme quand j'allais cliquer sur une icône, j'ai exécuté un programme. Donc il s'est exécuté, puis là il a arrêté de s'exécuter, il a fini son travail. Mais j'ai également le bash qui est là. Ça correspond en quelque sorte donc à mon bureau. Ici j'ai l'invite du bash qui se présente, il est prêt à écouter une autre opération que je souhaiterais réaliser. Du coup, ça veut dire que chaque fois que je vais taper un mot sur ma ligne de commande, ça va correspondre à une action à réaliser. Ça veut dire que les mots que je vais mettre, ils doivent avoir un sens en particulier. Je tape ici à nouveau la commande PS et que je veux dire à la commande PS de faire quelque chose de particulier. Je peux par exemple lui taper des options. Je peux faire PS-F où il va m'afficher un petit peu plus d'informations. C'est toujours la commande, c'est toujours le programme PS qui va s'exécuter parce qu'après le programme PS, j'ai mis un espace. Après le nom de la commande, on doit toujours séparer le nom de la commande de différents paramètres, de différentes autres informations qu'on va vouloir donner au programme par un ou plusieurs espaces. Et chaque élément sur la ligne, on va le séparer par des espaces. Ça veut dire qu'un mot, c'est quelque chose qui a avant un espace. Et du coup, l'espace joue le rôle d'un objet de séparation sur la commande. Ici, le PS-F, il va m'indiquer quelque chose qui est très intéressant à regarder. Ici, il y a deux colonnes qui apparaissent, PID et PPID. C'est juste des numéros. Mais c'est le numéro du programme qui s'exécute. Quand un programme s'exécute, on lui associe un numéro, un petit peu comme un numéro de sécurité sociale. Il est le seul, à un moment donné, à avoir ce numéro-là dans la machine. Et donc ici, le numéro de mon processus bash, c'est le 14039. Et le numéro de mon processus PS, c'est le 14379. Mais la deuxième colonne, celle qui est surlignée ici, le PPID, c'est le numéro du processus parent. Le processus parent, c'est le programme qui a lancé le programme en question. Ici, mon programme PS-F, il a été lancé par le processus numéro 14039.
Et le 14039, on voit bien qu'il s'agit du bash. Donc on a mon shell, qui s'appelle ici le bash, qui va exécuter des programmes sous la forme d'un processus enfant, d'un programme fils. Et quand mon programme aura fini de s'exécuter, mon programme va s'arrêter et le shell va reprendre là où il en était. Parce qu'une question ici va se poser, qu'est-ce qui se passe quand je lance un programme qui est interactif? Ici, je vais lancer un programme qui s'appelle VI. Si je tape VI, je suis dans mon shell, dans mon invite de commande, je dis à mon shell que je lance VI. Quand j'appuie sur Entrée, ici, je suis en interaction avec VI. Et je ne suis plus en interaction avec le shell. Alors le shell, qu'est-ce qu'il va faire à ce moment-là? Le shell, il va se mettre en sommeil et il va attendre la fin de l'exécution de mon VI. Pour quitter VI, je vais faire $Q, mais peu importe, si jamais il y en a qui ont suivi ça. Pour quitter VI, c'est quelque chose souvent d'un petit peu compliqué. Vous pouvez faire échappe $Q pour pouvoir quitter. Donc là, je quitte. Et là, mon VI s'arrête et je reviens dans mon shell. Et là, ça, c'est le cas chaque fois qu'un programme s'exécute. Ici, quand j'ai tapé mon PS, pendant que ça s'affichait, mon shell s'était mis en sommeil. Et une fois que ça a fini de s'afficher, mon shell sort de son sommeil. Alors, comme on le voit, le shell, il a un rôle important dans ma machine. Et donc, du coup, le shell, on va en trouver de multiples versions. Tout comme on trouve plusieurs types de navigateurs web. On va trouver des navigateurs web qui ont été édités par Microsoft, des navigateurs web qui sont édités par Google, des navigateurs web qui sont édités par la Fondation Mozilla et tout plein d'autres. Tout cela, ils ont le même rôle, c'est d'aller sur des sites web. De la même manière, mon shell, qui est essentiel au fonctionnement de la machine, il en existe plusieurs versions. Il en existe plusieurs versions, principalement pour des raisons historiques et pour des raisons de licence. Et le shell qu'on utilise ici habituellement sous Linux, c'est un shell qui s'appelle le bash. Bash, ça veut dire Bourne Again Shell, qui est un petit jeu de mots et qui veut dire c'est encore un shell de Bourne, parce que un des shells historiques sur les systèmes Unix, c'est un shell qui avait été créé, développé par un type qui s'appelle Steve Bourne. Et donc là, c'est encore un shell de Bourne. C'est pas Bourne qui l'a écrit, mais il est compatible avec le shell de Bourne. Et c'est également un jeu de mots avec Born Again Shell. On fait renaître un shell parce que la caractéristique de ce shell-là, c'est un shell qui est sous une licence libre. Et à l'époque, quand il est sorti, la plupart des shells de l'époque étaient des shells qui n'étaient pas sous une licence libre, c'était des shells propriétaires. Et quand on a voulu avoir un système dont on a accès au code source et qu'on peut redistribuer sans limite, eh bien, il y avait besoin d'avoir un shell qui reprenait les caractéristiques et le type de fonctionnement des shells qu'on avait sur le système Unix et qui était redistribuable. D'où la naissance de ce shell bash. Le bash aujourd'hui est un des shells les plus utilisés parce qu'il est présent sur toutes les distributions Linux et c'est quasiment systématiquement le shell par défaut. Attention, sur d'autres Unix, ça peut être d'autres shells. Par exemple, sur BSD, on a assez souvent des shells qui viennent de CSH, qui est une alternative, ou alors des shells sur macOS qui s'appellent ZSH. Autrefois c'était bash, aujourd'hui c'est ZSH, principalement pour des raisons de licence. Alors comme vous le voyez, c'est pas du tout un cours sur le bash, c'est une petite introduction sur ce que c'est que le shell, ce que c'est que le bash ici dans notre contexte, et on va continuer comme ça avec plein d'autres commandes. Si cette série vous plaît, vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas à partager ce genre de vidéo, parce que je vais donc du coup en faire tout plein avec tout plein de petites commandes qui seront plus ou moins longues selon les commandes. Et puis si jamais vous voulez voir apparaître la prochaine vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, c'est là pour ça. Je tiens quand même à remercier particulièrement les personnes qui font des dons, dont vous allez voir les noms défiler pendant le générique. Si vous voulez les rejoindre, évidemment tous les liens sont dans la description. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao les geeks!